Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h. L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis. L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale. Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66. Par mail à l'adresse 94 degrés à l'ombre @protonmail.com ou par courrier à l'adresse Canal B, 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B. Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre. A tout de suite. Vous êtes sur Canal B, vous écoutez l'émission 94 degrés à l'ombre et on débute cette seconde partie d'émission qui est consacrée comme chaque dimanche à l'actualité des luttes anticarcérales et libertaires. Et donc on a plusieurs sujets qu'on souhaitait évoquer pour aujourd'hui. Donc notamment, on va vous lire un texte. Norman va vous lire un texte que tu as écrit toi-même, je crois. Oui, c'est ça. C'est un texte que j'ai tapé un peu en réponse en fait, à tous ces raccourcis qu'on a sur les détenus puis sur la population pénale en général, qui consistent en fait en toujours les mêmes banalités sur les réseaux, tout ça, dans la presse. Ouais, genre ils méritent leur peine, il fallait pas qu'ils jouent au con. Voilà, ouais, c'est pas assez dur. Moi il faudrait durcir en fait pour qu'ils comprennent vraiment les choses. Non, je suis désolé. C'est de faire preuve d'une indigence en fait intellectuelle. En fait, voilà, c'est un peu comme si vous avez un compteur électrique, les plombs ils sautent. En fait, la solution, c'est pas de s'énerver, de pas comprendre et de défoncer le compteur électrique. C'est de chercher les causes qui font qu'il y a eu un court-circuit et que forcément les plombs ont sauté. Mais voilà, c'est un texte en fait, voilà, que c'est important pour moi aussi de remettre les choses dans l'ordre et voilà, dire les choses en intelligence et puis en essayant de faire changer les choses, tout simplement. Ok. Et du coup, après ça, on va pouvoir évoquer l'affaire Georges Ibrahim Abdallah. Notamment, il y a une échéance qui arrive. Il y a le procès en appel sur sa libération. On aura l'occasion d'y revenir, mais sa libération avait été prononcée par une juridiction et le parquet a fait appel de cette libération, ce qui est très rare pour le coup, mais voilà. C'est des choses qu'on peut voir souvent dans ce type d'affaires-là, justement. Ouais, dans l'antiterrorisme, ça, effectivement, mais voilà, on pourra en discuter. Et enfin, on pourra parler aussi d'un atelier qui est organisé par la FRAP, le Front révolutionnaire antipatriarcal, donc qui est un collectif militant féministe queer à Rennes. Et qui organise un atelier donc sur la gestion des agressions et micro-agressions dans les milieux militants et ailleurs. Et ça dans une perspective de se passer des moyens coercitifs, répressifs. De se défendre exactement. Se défendre sans cautionner la police et donner des outils, donner des clés aussi. Je crois qu'elles avaient l'envie qu'il y ait une restitution écrite. Alors je sais pas sur ce sujet-là, mais il y a déjà quelques années c'était sur la table comme sujet et l'idée c'était aussi pouvoir vraiment mettre sur papier de donner tous les outils sur la répression physique et sur les répressions de violence et comment gérer les agressions faites entre nous aussi. Voilà. Et comme tu disais, effectivement il y a un texte assez conséquent dans le sens abouti et vraiment travaillé qui sort, qui va être publié très prochainement apparemment et voilà, donc on y reviendra aussi. Peut-être que tu veux du coup commencer par nous lire ton texte. D'accord, alors commençons. Alors la prison, un monde que beaucoup jugent sans jamais l'avoir connu. La prison, ce mot qui claque, qui résonne, qui effraie. Ce mot que certains craignent, que d'autres méprisent, que beaucoup jugent sans jamais en avoir franchi les portes. Beaucoup s'imaginent savoir, ils croient comprendre en regardant des documentaires sensationnalistes, en lisant quelques faits divers, en écoutant des discours politiques démagogiques qui prônent toujours plus de sévérité, toujours plus de punition. Mais qu'en savent-ils réellement ?
Rien, absolument rien. La prison, ce n'est pas ce que l'on voit dans les films ou les séries américaines. Ce n'est pas seulement des barreaux, des cellules et des détenus violents qui passent leur temps à fomenter des plans d'évasion ou à s'affronter dans des bagarres de cours de promenade. La prison, c'est un monde à part, un univers fermé, oppressant, où les jours n'ont plus de sens, où le temps s'écoule dans une lente agonie sans espoir, sans horizon. C'est un gouffre dans lequel on tombe, une existence parallèle où l'on devient autre chose qu'un être humain. Un numéro, un matricule, un fantôme qui erre dans un système conçu pour ne pas réhabiliter, mais pour broyer. Les préjugés, la parole facile des ignorants, ils méritent leur peine. Ce ne sont que des voyous. C'est bien fait pour eux, fallait réfléchir avant de jouer au con. La prison, c'est trop doux, il leur faudrait pire encore. Combien de fois ai-je entendu ces phrases ? Combien de fois ai-je vu ces jugements haineux s'étaler sur les réseaux sociaux, proclamés avec mépris par des gens qui n'ont jamais frôlé l'ombre d'une cellule, qui ne savent même pas que la solitude absolue d'un homme enfermé dans 3 mètres sur 2, avec pour seule compagnie une gamelle froide et une ampoule blafarde. Il est si facile de juger. Il est si facile de désigner du doigt celui qui a commis une faute et de le condamner sans chercher à comprendre ce qui l'a mené là. Mais savez-vous ce qui pousse un homme à franchir cette ligne rouge ? Savez-vous ce qui transforme un individu criminel en criminel aux yeux de la loi ? Non, ce ne sont pas des mauvais éléments, nés pour enfreindre la loi. Personne ne naît délinquant. Un passage à l'acte n'est jamais anodin. C'est souvent l'aboutissement d'une vie cabossée, d'un enchaînement d'événements tragiques, d'une accumulation de souffrances, d'injustice et de désespoir. Par exemple, une enfance marquée par les coups, les humiliations, l'abandon. Un autre exemple, une adolescence prolongée par le manque d'amour, par une quête d'attention qui se termine mal. Ou encore, par une vie où l'on se bat chaque jour survivre, où l'on choisit la rue, le vol, la violence comme dernier recours. Une pression insupportable des dettes, une famille à nourrir, une injustice de trop. Mais ces histoires-là, personne ne veut les entendre, car il est bien plus confortable de croire que les criminels naissent criminels, qu'ils sont irrécupérables, que la seule solution est de les enfermer et d'oublier jusqu'à leur existence. Des coupables ou des victimes ? Ce ne sont que des drogués, des cachetonnés, ils ne méritent aucune pitié. Voilà encore ce qu'on peut entendre sur les réseaux. Encore une fois, un jugement aveugle, une simplification brutale d'une réalité bien plus complexe. Oui, en prison, beaucoup consomment, c'est vrai. Oui, les médocs et les drogues y sont présents. Mais pourquoi ? Non, pas par plaisir, pas par vice, juste pour oublier. Oublier le poids de l'enfermement, l'angoisse de ces murs qui rétrécissent jour après jour. Oublier la solitude, l'absence de ceux qui nous ont tourné le dos, les parloirs vides, les lettres qui n'arrivent jamais. Oublier les erreurs du passé, les regrets qui dévorent, la douleur de ceux que l'on a perdus et de ceux que l'on ne retrouvera jamais. Alors oui, ils prennent des médicaments, ils se droguent. Parce que sans cela, certains ne survivraient pas, tout simplement. Ce sont des âmes en perdition, des êtres humains qui n'ont trouvé d'autres moyens que cette fuite chimique pour supporter l'insupportable. Mais qui s'en soucie ? Qui prend le temps d'écouter et de comprendre ? Absolument personne. Parce que dans cette société, c'est toujours plus facile de condamner que de comprendre et d'aider. L'amour au milieu du chaos. Ah oui, à ça l'amour. La prison m'a tout pris, ma liberté, ma dignité, mes espoirs. Mais j'ai vu des hommes se briser sous la pression, des âmes s'éteindre lentement, rongées par l'isolement, par l'indifférence, par l'oubli. J'ai survécu 6 longues années seul, abandonné de tous, ou presque. 6 années de souffrance, de lutte interne, de nuits interminables, où je me suis demandé si je ressortirais un jour vivant de cet endroit. Et puis elle est apparue. Elle, l'improbable. Elle, l'inattendu. Elle, l'insolite. Elle n'avait rien à voir avec ce monde. Elle dans son établissement pénitentiaire, moi dans le mien. Nos routes n'auraient théoriquement jamais pu se croiser. Et pourtant, comme si Aphrodite elle-même s'était rendue compte et qu'elle avait pu rendre cela possible, grâce à cette magie inespérée, nos destins se sont croisés, contre toute logique, contre toutes les probabilités. Et dans cette affaire, elle a été ma lumière, l'une de ces rares à me voir autrement qu'un matricule, l'une de ces rares à m'avoir écouté sans me juger, l'une de ces rares à m'avoir offert son amour alors que je ne pensais plus en être digne. Elle m'a prouvé qu'au-delà des barreaux, elle m'a prouvé qu'au-delà des barreaux, au-delà de mes erreurs, j'étais encore un homme.
Et c'est grâce à elle que j'ai tenu. C'est grâce à elle que j'ai trouvé la force d'y croire qu'il y avait encore quelque chose à espérer de tout ça. L'État punit mais ne guérit pas. Ce qui me révolte, ce n'est pas la sanction. Parce que quand on enfreint la loi, il faut accepter d'en payer le prix. Mais la prison ne devrait pas être une tombe. Elle ne devrait pas être un lieu où l'on enterre des êtres humains sans chercher à les relever. Elle ne devrait pas être une machine à broyer les âmes. Au lieu d'aider, l'État punit. Au lieu de réhabiliter, l'État enferme et oublie. Pourtant, il suffirait de peu. Il suffirait d'écoute, d'un peu de compréhension, un peu de volonté pour offrir à ces hommes et à ces femmes autre chose qu'une descente aux enfers programmée. Mais non, on préfère frapper, on préfère condamner sans comprendre. On préfère briser des vies au lieu de les reconstruire. Alors oui, je suis révolté contre ce système qui ne voit que des coupables, là où il y a aussi des victimes, révolté contre cette société qui préfère tourner la page plutôt que d'écouter. Si vous êtes allé... Non, ça c'était pour ma publication Facebook, mais voilà, c'était voilà, mon texte. C'est l'émotion aussi. Oui, non, mais voilà, ça remonte à chaud aussi. Hein. Oui, voilà, mais c'est important de faire comprendre aux gens que les raccourcis, voilà, il n'y a rien qui est blanc, il n'y a rien qui est tout noir. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il faut savoir de quoi on parle avant de critiquer ou de juger et puis de faire des raccourcis pareils. Tu voulais rebondir peut-être ? Je trouve qu'il y a plein de choses dans ton texte. Ouais. Après, je sais pas si c'est utile de rebondir ou quoi. Enfin, c'est très riche et merci. Merci beaucoup. Ouais, ouais, t'écris super bien, Norman. De toute façon, c'est pas la première fois où on te le dit et ça fait écho à plein de trucs. Et je trouve que la manière dont tu présentes et dont tu as découpé ton texte, ça permet aussi de montrer à quel point la prison est un rouage de ce système-là en fait dans lequel on vit. T'as fait le lien entre des enfants en fait qui sont aussi qui ont été délaissés. T'as fait le lien aussi entre des gens qui sont après pauvres, il y en a beaucoup plus que ça, mais c'était juste bien évidemment, tu vois, mais il y a vraiment des liens qu'on peut faire en fait entre la pauvreté, la précarité, le racisme et le colonialisme, etc. et la tôle derrière. Et même parler des drogues, tu vois, moi ça m'a fait penser à quand tu disais que genre il y a une remarque comme quoi les prisonniers et prisonnières sont que des drogués et que tu dis derrière oui effectivement c'est le cas pour certains et certaines. Oui, c'est vrai, on va pas le cacher, échappatoire, en même temps c'est ça, et ça les rend pas moins humains en fait. Oui, non, aussi, c'est pas parce que t'es drogué que t'es inculte ou que t'as pas de cœur ou que t'as pas de cerveau. Et c'est une manière pour survivre à la violence on du système. On stigmatise en fait les produits consommateurs de stupéfiants avec c'est un débile en fait, il a rien compris, il fume. Non, ça se passe, c'est pas aussi facile que ça. Faut arrêter de... Il faut aussi rappeler que l'administration pénitentiaire, elle favorise aussi l'instrumentalisation des médicaments. Et bien sûr, mais oui. Elle appuie aussi grandement. Ça, c'est encore un autre sujet où on perd. T'arrives en détention, en 2 minutes, tu peux voir un psychiatre. Tu vas mettre 3 mois avant de voir le médecin juste pour un mal de dents ou juste pour une côte cassée, alors qu'en 5 minutes, en vérité, on sait tous que tu as une ordonnance de neuroleptique, d'antipsychotique, d'antidépresseurs, de benzodiazépines et de somnifères. On sait très bien qu'ils droguent aussi une grande population carcérale, une partie faible, toujours la même population carcérale, une qui n'a pas trop de moyens financiers, une qui est assez faible psychologiquement, une qui reste assez en cellule, qui est retranchée, et c'est comme ça qu'en vrai ça s'infuse et que ça est à l'isolement. Nombre de personnes aussi à l'isolement, depuis plus de 15 ans maintenant, les isolements ils sont remplis de personnes qui ont des troubles psychologiques ou psychiatriques. Les UDV, alors d'aujourd'hui on pique les gens. UDV c'est quoi du coup ? UDV c'est unité détenue de violence, et les dernières unités qui avaient été construites avant celles qui vont mettre en place juillet là, mais l'UDV c'est l'unité détenue violence, ça veut dire toute considération contre l'administration pénitentiaire et de force, t'es en cellule, t'es dans ce quartier dédié, en fait c'est un isolement moitié mitard, t'as même pas de paquet de gâteaux, t'as rien de contendant, ta télé elle est plastifiée, ta cellule elle est caoutchoutée au mur, tes cantines te sont données, mais paquet de gâteaux ouverts avec gâteaux, briques de lait ouvertes, aucune possibilité de faire à manger ni de chauffer, rien d'électrique, tout passe par le surveillant, pas d'accès aux droits des cabines dans les cellules des UDV.
En tout cas, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un discours. C'est un QHS pour les violents. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un discours comme le tien qui vient aussi remettre en question le discours qui est martelé continuellement dans les médias et qui laisse pas la parole aux détenus. C'est pour ça que saisissez-vous. Non, mais c'est pour ça, que c'était bien. En fait, j'ai mis mon temps à l'écrire ce texte, mais je voulais qu'il soit vraiment assez complet et assez pertinent quand même sur ce qui se passe en fait. Et voilà, si vous avez d'autres choses à dire là-dessus, n'hésitez pas à rebondir, à nous transmettre votre parole aussi. Ça viendra bien mieux que les discours de tous les chefs de détention, etc., qui viennent parler sur les plateaux télé. Oubliez un peu BFM, venez de vous brancher un peu sur Canal B, là, on va vous parler un peu des choses vraies. Et voilà, nous on ne cherche pas à manipuler les gens et à faire des espèces de magouilles. Non, on dit ce qui se passe, c'est la réalité, il faut ouvrir les yeux et puis voilà, faut que ça se stoppe tout simplement. Il faut qu'on revienne en fait à l'administration pénitentiaire que j'ai connue dans les années 2000, qui était beaucoup plus humaine, beaucoup plus truc. C'est vrai, moi j'ai connu le quartier, c'est vrai que les locaux étaient pourris, mais au moins les surveillants, tu leur demandais un truc, ils allaient te le chercher, ils étaient beaucoup plus humains. C'est sûr que les conditions de détention, elles ont déjà, il n'y avait pas le reste, tous les voleurs là, les mecs qui viennent faire du capitalisme en prison, tout ça n'existait pas. C'était l'administration pénitentiaire qui s'occupait des cantines et tout. Il y avait beaucoup moins de problèmes et on vivait à peu près décemment. C'était pas ce qu'on vit aujourd'hui là où le moindre truc il est hors de prix. Ils nous ont vraiment pris pour des monégasques, la population pénale. Faut arrêter quand même. Donc voilà, c'était un peu mon coup de gueule. Moi je pense qu'il n'y a pas de bonne administration pénitentiaire, mais voilà. C'est pour moi là la situation dans laquelle on est, c'est le produit de l'administration pénitentiaire d'avant. C'est juste qu'ils s'autorisent petit à petit à avoir ces comportements-là aussi. Et je trouve que ça ressort aussi de ton texte, cette idée qu'il n'y a pas de bonne manière d'enfermer les personnes, quoi. Non. Il y a des manières plus humaines que d'autres. Oui, peut-être. C'est ça, c'est juste plus favorable, on va dire. Tenter d'avoir un peu plus de droits, mais en fait, ça reste tellement l'enfer. Oui, quand même. Oui, il y a toujours la même violence, il y a toujours la même, toujours le même enfermement, la même solitude. Ça a toujours. Quand le rouage de la justice, il est inséré dans un rouage de fonctionnement économique et de faire valoir. C'est là que c'est un rouage du système. C'est un rouage du système, ça sert à faire valoir, ça sert à sortir de la monnaie quand on dit qu'on en sort, ça sert à dire qu'il y a une certaine population qui tombe toujours en prison, ça sert à stigmatiser. Tout à fait. Et puis c'est toujours la même chose, ça sert juste d'excuse en vérité. C'est bien façon, ça sert, c'est productif. On nous dit que le détenu il incombe à la société, en réalité il est bien plus productif. C'est une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Voilà, si jamais on fait pas si jamais on fait pas ce qu'on nous demande. Peut-être que du coup on peut passer à la suite de cette seconde partie d'émission et du coup notamment parler de l'affaire Georges Abdallah. L'affaire Georges Abdallah se supposerait qu'il y ait une affaire ou qu'il ait fait des trucs. En fait c'est plutôt l'acharnement contre Georges Abdallah, le sujet. Donc pour faire un petit rappel, voilà, Georges Abdallah c'est un militant politique communiste et anti-impérialiste. Donc, il a notamment œuvré pendant la guerre au Liban dans les années 80 et en faveur de la Palestine. Donc il a été suspecté et condamné pour avoir lutté de manière violente. Il est suspecté d'avoir commis des attentats, des assassinats politiques, etc., qu'il a toujours nié. Et en tout cas, il est incarcéré depuis 1987. Tu peux nous rappeler pourquoi il a été incarcéré du coup ? Il me semble que c'est justement pour des assassinats commis sur des diplomates américains et israéliens. Exact. Mais qu'il a toujours nié. Bon. En tout cas, voilà, il luttait beaucoup contre l'impérialisme américain et israélien. Et voilà. Et donc il est incarcéré depuis maintenant plus de 40 ans. Il est souvent présenté comme le détenu politique le plus ancien de France. 40 piges quand même. Libérable depuis combien de temps ? Il est libérable depuis 99. Alors justement, il y a eu une décision d'un juge d'application des peines qui a ordonné ou prononcé sa libération. Et le parquet, donc les procureurs, ont fait appel de cette décision. Et il y a la juridiction d'appel qui va se prononcer le 20 février, donc cette semaine. C'est jeudi, je crois.
Et donc il y a des rassemblements qui sont organisés dans plusieurs villes le mardi soir pour exiger la libération de ce militant politique. Donc à Paris à 18h30, place de la République, et dans toutes les grandes villes, je vous invite à vous renseigner auprès de vos sources locales. C'est assez grand, en Belgique aussi. On t'entend pas dans le... C'est assez grand, il y a les réunions, il y a aussi Belgique, Allemagne. Ouais. C'est assez large. Et du coup, il y a plein de trucs à dire sur cette affaire. Moi, je trouve que c'est frappant quand même. Ça nous rappelle de manière frappante à quel point la prison est un outil de contrôle politique. C'est le cas évidemment à l'encontre de Georges Abdallah, mais on le voit en fait tous les jours en ce moment dans toutes les luttes. Tout militant, militante qui va s'opposer frontalement au capitalisme, au patriarcat, etc. Ce sont des terroristes. Et on voit aussi va être confronté à la répression et à l'autorité judiciaire. Les militants qui n'ont pas de grands soutiens, on voit aussi que là ils sont directement condamnés et laissés. On voit aussi la grande différence des politiciennes, et en vérité on voit aussi le gros clivage de ce que ça sert à te laisser en prison et à te politiser ou pas, ou à te sortir ou pas, et de jouer avec ta liberté ou pas, selon le climat, selon le besoin. On voit que... Et en effet, comme dans de nombreuses affaires de nature vraiment politique, il y a l'usage du régime de l'antiterrorisme qui permet tout et n'importe quoi en termes de perquisition, en termes d'arrestation, en termes d'écoute, de surveillance. Et en fait, c'est un régime qui sert à la répression des écologistes, des féministes, des anticapitalistes, des anarchistes. Et des musulmans qui n'utilisent pas exactement les bons mots. Exactement. Ouais, c'est vrai. Exactement. Et en fait, je trouve que c'est intéressant d'avoir à l'esprit que la tôle a toujours servi à ça. En fait, depuis qu'elle existe, la tôle sert à contrôler et à empêcher les contestations politiques. C'est une gestion de population. Hein. Quand tu arrives à gérer intégralement une population dans un microcosme social, les méthodes, tu les appliques à une plus grande, tu les élargis, et tu as une très bonne disposition. Mais en même temps, c'est très il y a une bonne connaissance du climat, de perte du climat de confiance, du climat capitaliste, du climat du rapport de force, du climat individuel. Tu vois ce que je veux dire? La prison, c'est un gros... En tout cas, ça met un terme clairement à la lutte qui est menée par certaines personnes. Ouais. Et il y a ce truc de ralentir, de briser des luttes par l'enfermement des militants militantes. Je pense à l'HP pour les femmes aussi, historiquement c'est ça. Il y avait des foyers aussi. Par exemple, la profession d'éducateur spécialisé, je crois qu'à la base elle tire quand même la naissance de l'EduxP, c'est dans les colonies. C'était pour aller éduquer les jeunes qui n'étaient pas français, en tout cas qui étaient dans des colonies françaises, pour qu'ils aient les bons codes blancs, etc. occidentaux. Et après, il y a eu l'ordonnance 45, pareil, sur l'hospitalisation. C'était l'ordonnance 45 sur l'hospitalisation et l'enfermement des mineurs. C'était juste l'ordonnance qui est passée après 45. Et on rappelle que cette ordonnance, elle donnait déjà lieu aux enfants de guerre et aux enfants de délinquance, mais qu'on laissait martyriser, qu'on enfermait déjà à l'époque en camp de réinternement, on appelle ça. C'était le premier lieu d'incarcération pour les mineurs à l'époque. Ok. Ouais. Mais voilà, encore une fois, beaucoup de choses à dire sur la fonction de répression politique du système judiciaire, de la prison. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas si étonnant que ça de la part du gouvernement de pratiquer ce genre de pratique, parce que en fait, quand un mec il parle, il sait s'exprimer, il sait dire les choses, il dénonce des choses vraies, des manigances en fait là, étatiques. On est un peu au-dessus de ça. Là, voilà. On a quelqu'un qui a été condamné, qui a été libérable, et de libérable, on le libère pas. Oui, c'est ça. Bah oui, tout à fait. Bah oui. Entièrement d'accord. Ouais. Et du coup, quand je vois que le temps file et qu'on va devoir laisser l'antenne dans 2 minutes maximum, je vous rappelle du coup, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, que la Frappe à Rennes organise un arpentage collectif et une discussion sur la gestion des agressions et micro-agressions. Arpentage, c'est de la lecture collective. Ça aura lieu du coup le lundi 17 février.
donc demain tout simplement, si vous nous écoutez le dimanche, de 18h30 à 21h au Ateliers du Vent, 59 rue Alexandre Duval. Donc c'est vers Clenay, les Ateliers du Vent. Métro Mabilais, c'est écrit, mais peut-être vous pouvez vous arrêter à Clenay aussi. Non, mais c'est dans ce quartier-là, quoi. Oui. Et du coup, on n'aura pas l'occasion d'en parler beaucoup, mais on voulait dire que, déjà, la Frappe fait un travail hyper intéressant à Rennes, et bravo à elle. Big up à la Frappe. Venez dans les studios, la Frappe. Big up à la Frappe, big up. Et juste dire que voilà, nous à l'émission, moi en tout cas, mais je crois que c'est l'esprit de l'émission, on adhère à l'idée d'abolir la prison, les lieux d'enfermement, et que du coup c'est quand même très pertinent de s'interroger sur quels moyens on peut employer pour gérer entre nous sans répression et sans, comme tu disais avant, sans keuf, sans tôle. C'est ça. Comment on se protège en fait collectivement. Et voilà, c'est cool d'organiser ça et bravo à LE. Donc voilà, pour éviter de cautionner l'institution carcérale et policière et judiciaire, organisons-nous entre nous, retrouvons-nous tous les dimanches pour discuter de punition et de tôle. Il nous reste 5 secondes pour vous dire au revoir, donc je vous invite collectivement tous et toutes autour du plateau à dire au revoir. Force à vous toutes et tous, et voilà, je pensais que vous alliez tous parler en même temps. Les bisous, à dimanche prochain. Bisous les petits loups et bon dimanche. Force les petits loups.